Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse ici de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, un dimanche sur deux, on visite ici un angle qui est beaucoup plus extérieur. On essaye de comprendre ensemble comment les choses ici s'articulent. Alors, dans le sens de notre vie plus quotidienne, si on voulait ici le résumer comme ça, et dans notre appréciation ici, bien sûr, sur le monde. Ça reste, comme le reste de notre travail, quelque chose qui ne relève pas bien sûr d'une vérité universelle et qui, selon certaines thématiques, peut effectivement, on va dire, déclencher une forme d'interrogation intérieure. Et puis, il peut y avoir bien sûr ici des réactions qui peuvent être difficiles. On entre ici dans des thèmes, depuis que l'on est entré notamment dans le défi du cancer, qui finalement nous font vraiment changer ici notre perception du monde et vraiment dans son extériorité. Donc on peut ne pas se sentir complètement à l'aise avec certains sujets. Et si on n'est justement pas à l'aise, ça peut être une bonne indication de ce qu'il nous faut ici venir travailler. Donc prenez évidemment ici ce qui vous parle, laissez-vous porter, revenez dans les vidéos. On a un tournant ici qui marque cette transition entre le cancer et le lion, d'un point de vue intérieur, mais qui évidemment ici interagit beaucoup avec l'extérieur. Donc il y a du mouvement aussi dans notre regard et il faut laisser les choses, bien sûr, ici se déployer. Allez, je vous propose ici d'entrer dans le thème de la semaine. Et évidemment, voilà, laissez-vous ici porter par les informations et prenez finalement ici ce qui résonne à partir de votre propre chemin de développement. Prenez des notes et laissez ici quelque chose circuler. Alors donc sur cette thématique, c'est important de faire une forme de retour arrière et notamment faire un retour arrière sur le démarrage ici de cette série où on avait une première vidéo qui s'appelait la dynamique des comportements dans laquelle finalement on avait placé le sujet de l'appréciation de soi et de notre environnement. Et ensuite, donc comme vous avez pu probablement ici le constater, aussi bien dans le travail intérieur que dans notre appréciation la plus extérieure, il y a eu de nombreuses informations, bien sûr, ici qui ont été livrées et qui nous permettent, d'un point de vue, on va dire, alors emprise par rapport à la zone cérébrale, mais appréciation aussi de l'expérimentation de notre propre vie. Et particulièrement si vous avez suivi le fil, vraiment dérouler la séquence avec nous, vous entrez ici cette semaine dans un mouvement qui doit pouvoir permettre d'augmenter ici la maturité justement de votre expérimentation. Donc il y a une maturité qui augmente et il y a nécessairement votre appréciation extérieure, votre choix aussi qui va monter en maturité, votre implication dans vos décisions. Et donc il peut y avoir un puissant débouclage, en tout cas sur on va dire la chronologie. Donc c'est très physico-physique. Là pour le coup, il y a quelque chose qui se relie entre intérieur et extérieur, alors qui est autant lié à la séquence telle que effectivement vous l'avez déroulée pour vous-même, qu'elle n'est en fait ici collective. Et donc la transition d'une roue à l'autre, donc là en l'occurrence on est en train de terminer ici le défi du cancer, on entre bien sûr ici dans le défi du lion, et donc cette idée, cette information qui nous permet de faire transiter d'une roue à l'autre notre énergie, donc de faire circuler, peut effectivement avoir cette idée de catapultage. Et donc on peut sentir vraiment ce changement de roue, on peut sentir ce changement de fonctionnement. Donc vous pouvez complètement, et je veux vraiment commencer cette vidéo par cet angle-là, cette écoute va venir peut-être éclairer des choses, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre zone cérébrale, toutes ces compréhensions que vous déroulez semaine après semaine par rapport à vous-même et par rapport au monde extérieur, marquent ici une forme de tournant ou de quelque chose qui est beaucoup moins conscient habituellement. Ici, vous pourriez ressentir vraiment consciemment la tête ici qui se libère, comme si quelque chose bougeait à l'intérieur de votre cerveau.
Et donc, ça, c'est quelque chose qui est évidemment une manifestation physique et elle n'est pas obligatoire, cette manifestation, elle peut avoir différentes formes. Mais bon, en tout cas, on va dire, c'est ce que je ressens, donc je vous le partage. Et donc, au-delà de la thématique, je sens qu'il y a quelque chose qui se déverrouille, en fait, comme si il y avait une mise sous pression habituelle où quelque chose va pouvoir ici s'échapper. Donc, si vous êtes fort, tournez ici vers vos pensées et vers votre manière peut-être ici d'approcher. Il peut y avoir quelque chose qui touche l'analytique, etc. Il y a un changement de mode de fonctionnement au niveau de la zone cérébrale et que peut-être cette vidéo va vous permettre de terminer consciemment pour justement pouvoir augmenter votre maturité dans les expérimentations, dans l'appréciation de vous-même, mais également dans l'appréciation ici des liens. Et donc, en complément, vous pouvez réécouter justement cette introduction sur la dynamique des comportements qui était l'une des vidéos qu'on avait positionnée. Donc, c'était la seconde vidéo. En fait, on avait pris la première étape qui était de positionner, de cadrer, si vous préférez, ce sujet de l'emprise. Et ensuite, on avait délimité ici la forme que cela avait par rapport à soi et l'impact, l'influence en fait ici que cela avait dans le sens de nos comportements. Donc de dynamique de comportement à dynamique de comportement, il s'est passé de nombreuses choses, mais il y a quelque chose en vous qui est à maturité. Voilà, ici pour pouvoir faire un changement, il y a quelque chose qui va pouvoir changer ici dans votre manière de vous diriger. Alors, il faut de fait revenir sur le fameux point de base. Donc on va déjà commencer par recréer ici justement ce pont, mais de façon évidemment très synthétique. Aristote nous a dit cette phrase qui est très juste, qui nous rappelle que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, c'est une habitude. Et dans nos dynamiques relationnelles, c'est exactement ici ce qui se passe au départ. On est vraiment positionné et ça donne un jeu qui est excellent, bien sûr, dans nos actions et dans nos réactions, parce que cette réalité qui est construite de manière relative et qui finalement est une réalité paradoxale par rapport à notre cœur, se construit dans la répétition. Et donc, vous avez de toute façon de nombreux ici souvenirs, c'est-à-dire de choses que vous avez pu faire, dans lesquelles vous avez des trésors ici d'informations par rapport à vous-même. Donc, il faut évidemment détacher l'expérience pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire tant qu'elle est souffrance, c'est difficile d'en faire un coffre au trésor. On va avoir une difficulté ici à s'y plonger et plus important encore, on va avoir une difficulté ici à s'apprécier dans ces situations passées. Et viendra un moment sur votre chemin lorsqu'effectivement vous vous interrogez de savoir où vous allez, où ça sera particulièrement important de vous souvenir d'où vous venez, parce que c'est dans ce mécanisme ici de l'endroit où vous avez pris appui finalement, où vous avez été dans cette excellence qui n'est pas le résultat d'un acte et d'un seul, mais d'habitude ici que vous avez mis en place avec le temps, parce que vous avez fait les choses de manière répétée sans même vous en rendre compte, que va se situer effectivement ici en grande partie le trésor de l'être en fait, parce que effectivement pour devenir il faut être, et donc pour être il faut savoir qui nous sommes profondément, il faut nous comprendre et vous êtes votre meilleur partenaire. En réalité, il n'y a pas d'autre partenaire qui nécessite autant d'attention que vous-même. Plus vous êtes en capacité de devenir votre meilleur partenaire, de vous connaître sous toutes les coutures, et plus vous allez pouvoir augmenter votre capacité, non plus à activer et à jouer les choses de façon justement répétée, mais en devenant excellent ici et donc en ayant une nouvelle forme d'habitude autour de la compréhension de votre être. Et donc cet être qui est finalement ici la somme de ce que vous représentez, il n'a plus ici de vocation à se dissimuler, en tout cas pas dans votre regard.
Et vous avez de nombreuses choses qui vous concernent de manière directe et qui sont effectivement des souvenirs du passé, où vous avez la possibilité de vous observer vraiment dans des anciennes boucles. Et plus important encore, d'observer comment ces boucles communiquent les unes après les autres. En fait, on a rarement une seule boucle. C'est-à-dire que si on fait état-constat de votre 8, si on fait état-constat, alors je parle de votre propre 8, donc dans le cycle collectif, hein, le 8-9 par exemple, le 8 ramenant quelque chose qui possiblement se répète ou s'arrête, et le 9 marquant ici le tournant, la solidité qu'il nous faut acquérir pour pouvoir faire bouger nos lignes, eh bien si vous observez, alors parce que vous avez évidemment ici une maturité d'observation qui le permet, vous pouvez observer votre dernier 8-9 par exemple, donc revenez dans vos souvenirs 8-9 ans en arrière et regardez comment vous vous êtes positionné, comment vous avez repris appui pour relancer ici l'année 1. Et ça, en fait, collectivement, on le vit toujours. Donc, vous avez forcément des souvenirs ici qui peuvent s'associer à ça. Et quand c'est la première fois, on regarde en général ce qui nous touche au plus près, ce qui est compréhensible, et ce que l'on aura la capacité d'observer, de toute façon, sera lié à notre niveau de maturité dans l'expérimentation et notre niveau de compréhension de nous-mêmes. Et parallèlement, eh bien, ce qui est extrêmement intéressant quand vous savez déjà pratiquer l'analyse a posteriori de vos boucles, c'est de regarder toutes vos périodes de vie en fait, parce que ce thème et cette manière ici de répéter les choses sans même vous en rendre compte peut vraiment venir ici, j'ai envie de dire, vous sauter à la figure lorsque vous êtes prêt justement à rassembler l'être pour devenir. Et donc, on va dire que ce voile de l'oubli dont on parle souvent, qui est perçu en fait dans une seule forme, c'est-à-dire le fait de s'incarner, donc de naître, là on a un voile de l'oubli, effectivement, on oublie complètement qui nous sommes et on s'intègre. En fait, et pratiquer sans même qu'on s'en rende compte, ce n'est pas le seul voile de l'oubli. C'est probablement le plus visible, mais c'est comme tout le reste, il y a énormément de voiles qui sont beaucoup plus subtils. Donc cette tendance à occulter, elle n'est pas limitée à la simple naissance physique. C'est quelque chose qui est une application extrêmement récurrente au cours de vos cycles. Et ces réflexions qui sont les vôtres, pour les aspects les plus importants, pour terminer vraiment l'assemblage de cet être qui va pouvoir ensuite devenir, va rester beaucoup en surface. Ce qui est en surface permet de faire bouger évidemment ici les schémas. Mais pour que la zone cérébrale puisse continuer ici à utiliser l'association qui génère le spectre de vos sentiments en fait, eh bien il faut que cette occultation perdure et suffisamment longtemps pour que vous ne puissiez pas ici devenir, sauf lorsque vous allez monter complètement ici votre niveau de maturité. Donc c'est cette forme de porte dont vous avez de toute façon la clé, donc ça c'est assez essentiel, qui peut complètement représenter devant nous au moment où on va mettre cette vidéo en place. On sera en transition entre Cancer et Lion. Le Cancer porte la préparation du cœur que le Lion peut activer ici d'un point de vue énergétique avec notamment la porte de l'amour. Donc le 7-7 c'est plutôt les roues du chariot, on libère ici le mouvement et pour que le mouvement ait du sens, le 8-8 ici nous apporte effectivement de l'énergie d'amour. Donc on est dans ce quelque part, c'est pour ça que je vous parle de la porte, parce que en fait c'est vraiment la porte par excellence qui dans notre cycle de façon très collective, et quelle que soit ici la personne, a cette capacité, cette possibilité comme un point dans le temps à venir vraiment nous dynamiser d'un point de vue ici énergétique avec de l'énergie d'amour que l'on va ensuite avoir la possibilité bien sûr toujours d'occulter. Et ça, ce sont des périodes qui nous remuent souvent, même si on s'en souvient pas. Donc c'est ça qui est quelque chose aussi d'important de communiquer. C'est que l'été, en fait, ici, mais bon, je vais dire l'été, mais si vous êtes dans l'hémisphère sud, pour vous, c'est pas votre été, mais c'est vrai que cette période où on passe par les processus que sont le Cancer, le Lion et la Vierge, en fait, sont des processus qui sont extrêmement dynamisants,
du point de vue extérieur, c'est très facile en fait ici d'occulter ce que l'on ressent parce qu'on n'a pas le temps, on est occupé en fait et on n'a pas le temps de complètement s'écouter. Pourtant, si on prend la peine de le faire, c'est aussi un moment dans votre temporalité où vous recevez énormément d'informations dans les dynamiques ici relationnelles, dans les dynamiques de comportement. La différence, c'est dans justement le spectre des sentiments qui a été généré autour de ça. Donc cette capacité d'occultation, elle va se lier aussi à notre besoin, parce que ça peut être lié à un besoin, à notre besoin de faire coller notre réalité à nos propres mouvements. Et donc, on va utiliser les sentiments pour occulter aussi les émotions. Et c'est quelque chose qui est difficile en fait de revenir aux émotions primaires. Les émotions primaires, elles ont une fonction. C'est un challenge de permettre leur réinitialisation. C'est un véritable challenge d'être dans l'utilisation consciente de ces mouvements très intérieurs que représentent nos émotions, qui ne sont dans le fond que 4. C'est pour ça que je parle d'émotions primaires et pas de leur variation, donc une forme plus atténuée et qui permet justement de générer du sentiment. Mais donc, peur, tristesse, colère, joie, ces 4 émotions ont une fonction. Elles sont transmetteurs ici d'un angle de l'information, comme 4 points, qu'il nous faut effectivement comprendre de façon beaucoup plus profonde pour conduire justement ici cette fonction, mais aussi au-delà de ce que l'on peut conduire une fois que l'on comprend ce que chaque émotion permet de générer d'un point de vue physique. Ce qu'il nous faut surtout utiliser, c'est justement la variation et donc le sentiment qui n'est pas l'émotion, qui est venu ici s'associer pour, comme les couches ici d'un oignon, peler les choses jusqu'à ce qu'on comprenne concrètement ce que l'on attend de nous-mêmes. Parce que d'un point de vue physique, les émotions, c'est celles qui nous permettent aussi de nous diriger et d'apprécier les dynamiques ici comportementales en interaction. On a la capacité de mieux ressentir ce que telle ou telle chose va générer à l'intérieur de nous lorsque l'on est observateur de certaines situations, lorsque l'on est plutôt plongé nous-mêmes dans l'interaction. Il y a ces décalages que l'on peut parfois ressentir dans la présence de certaines personnes qui sont des mines d'informations dans les jeux aussi que l'on peut avoir conçus autour de ça. Et au-delà des jeux, justement, quand on cherche à comprendre où sont nos ressources, en fait, quelles sont les personnes avec lesquelles on peut travailler du lien de cœur à cœur, on a besoin d'accéder ici à ces émotions primaires pour mieux saisir ce que crée ici ce lien, quel est son impact dans notre schéma de vie, de quoi il s'agit et dans quel endroit ici les choses sont portées et apportées. Et si possible, parce que c'est ça qui est très difficile, c'est d'être en réflexion profonde pour bien différencier sentiment et émotion, parce qu'on a aussi une tendance assez naturelle, qui favorise l'occultation, hein, bien sûr, à ne pas saisir ici l'essence de ce que signifie le système émotionnel. Et donc, on va en parler davantage, toujours plus, exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments. Mais la réalité, c'est que c'est pas du tout ce que l'on fait, en fait. On est dans une incapacité à pouvoir exprimer puisque l'on occulte. Donc, pour ceux qui sont en parcours, vous savez, c'est très long de faire vraiment ici ce travail de compréhension autour des émotions. Et au départ, d'ailleurs, vous comprenez que quand vous vous êtes lancé ici dans ces analyses-là, c'est probablement ce qui vous paraissait être le plus simple, le plus facile à faire. Et notamment si vous êtes une énergie féminine, on est porté en fait ici, enfin en tout cas on nous dit que l'on est porté ici par nos émotions et c'est pas une réalité, tout comme on a le sentiment que c'est plus difficile d'accès ici pour une énergie masculine et c'est pas une réalité non plus. Et en fait la réalité elle est probablement plus juste si on considère que ni les uns ni les autres n'avons réellement accès à nos émotions, que l'on a accès évidemment ici à des sentiments qui sont le spectre de situations dans lequel on s'est comme cartographié et que cette cartographie est probablement peu juste par rapport à ce que nous sommes puisqu'elle permet de servir ici l'interaction
et donc de générer ici un cerveau qui travaille par occultation et donc qui active ici des biais cognitifs, alors si on accepte ici cette idée, on change de regard aussi sur soi, on change de regard bien sûr ici sur les autres, et donc on revient à cette notion de première étape, être déjà son meilleur partenaire, savoir se porter ici dans sa propre écoute et devenir justement, comme nous l'amène ici Aristote, excellent à pouvoir le faire, devrait quand même ici à un moment donné, quand effectivement on saura le faire de façon suffisamment répétée pour en avoir fait une habitude, on va être en capacité de traduire le monde ici de façon extrêmement différente. Mais entre les deux, ça passe, c'est même pas par soi, c'est exclusivement ici par soi. Et donc, cette maturité aussi, il faut pouvoir aller l'acquérir parce que autrement, on va rester voilà, dans quelque chose qui est en surface, alors un petit peu plus loin que la simple surface. On est en snorkeling, quoi, si vous préférez, mais on n'est pas en train de plonger dans les profondeurs. Donc on observe bien ici ce que la nature sous-marine peut nous proposer. On a le sentiment de faire partie de l'immensité, mais on ne navigue pas avec les fonds marins. On n'est pas dans les fonds marins. On est vraiment un petit peu plus loin ici que la surface. On n'a plus la tête hors de l'eau, mais on n'a pas ici la profondeur des abysses. Et ça, c'est très différent, bien sûr. Donc, il faut pouvoir passer dans ces différents stades. Alors, c'est ce qui nous permet, parce que c'est un peu le moyen, si vous préférez comprendre ça, va donner un moyen extrêmement important pour démêler nos compréhensions. Et donc, cette difficulté que cela représente par rapport à soi, elle rend tout aussi difficile la multiplicité de ce que finalement ces scénarios en interaction peuvent créer. Et cette appréciation relationnelle qui peut être extrêmement déréglée, qui peut, encore une fois, lorsque l'on est justement dans cette position plutôt de snorkeling, on va avoir cette capacité de voir les événements qui se produisent, et particulièrement lorsqu'ils sont loin de nous, on va voir l'absurdité de certaines choses. Et la vie peut devenir vraiment cette scène de théâtre. Si vous êtes dans ces stades-là, c'est très positif. Hein. Si vous voyez vraiment la vie théâtre dans laquelle on est plongé, ça fait partie ici d'une des étapes, voir les choses. Et ce qui prend le relais, notamment quand c'est plus loin de nous. Donc quand je parle plus loin de nous, c'est que ce n'est pas un relationnel ici établi de façon directe. C'est pas qu'on ne connaît pas ici les personnes. Mais si on prend par exemple quelque chose qui est vraiment très global, on va voir toujours ici les mêmes personnes s'agiter, par exemple dans la politique, dans les médias, etc. Donc en fait, on connaît, si vous préférez, on les a identifiées. Ce sont des personnes que l'on identifie, mais que l'on ne connaît pas de façon personnelle. Il n'y a pas de rapport personnel. Et donc, quand je parle effectivement ici du côté théâtre ou théâtralisé de notre environnement, je parle de ce que l'on connaît, donc dans un contexte qui est évidemment extrêmement indirect en termes de relations. On n'est pas dans du personnel, on est dans quelque chose qui collectivement va nous toucher, et c'est là où se situe bien sûr ici le sujet, mais voilà, qui n'est pas ici le champ connu au plus proche de soi. Donc c'est plus facile. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est plus facile d'apprécier ici cette théâtralité de distance que ça ne l'est de l'identifier ici dans du relationnel plus personnel. Les gens que l'on connaît pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que on va voir un acteur de théâtre, par exemple, quand il va s'agiter à la télévision, il n'y a aucun problème, même si c'est la vie réelle et même si on est en train de regarder, par exemple, ici, un journal télévisé. Assez tôt, je pense que voilà, on voit à quel point finalement tout cela sert un discours qui permet de créer de la culpabilisation, de générer des sentiments d'insécurité, de générer effectivement ici de l'inquiétude. Bon, c'est ce côté agitation, il est réel en fait dans le sens où il est observable. Et on voit beaucoup de choses ici comme s'agiter. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que c'est un biais au départ. C'est-à-dire qu'on choisit de regarder la vie dans un prisme. Bon, mais ça, vous me direz, avec ou sans la télé, c'est bien ce qui se produit.
mais on oriente, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui oriente notre opinion, notre point de vue, à partir de sa propre opinion et de son propre point de vue, ou pire encore, à partir de son propre plan, qui ne concerne probablement pas ici la majorité d'entre nous. Donc, il sert ses propres intérêts. Tout ce qui va toucher ici la zone, alors qu'elle soit économique, politique, écologique, culturelle, et tout ce qui va toucher derrière le relais audiovisuel et médias de façon plus globale, ils servent leur propre intérêt. Et donc c'est ces fameux ismes dont on parlera probablement un peu plus longuement dans d'autres vidéos, mais ça sert la cause, quoi. Ça sert la cause de la personne qui choisit ici de la répercuter, de la défendre, voire qui augmente sa conception. Et donc ça nous sert bien moins, et à un moment donné, quand on commence à revenir à soi, c'est quelque chose, voilà, encore une fois, qui se rend probablement assez visible très tôt. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que si ça existe aussi loin, c'est parce que ça existe à côté de vous. Voilà, ça, hyper, hyper, hyper important. Le théâtre, vous y êtes plongé de façon personnelle, en fait, de façon très individuelle, et pas uniquement dans cette mise à distance. Par contre, ce qui vous intéresse ici dans cette mise à distance, c'est-à-dire que si ce théâtre est sous vos yeux, si vous ressentez le besoin de vous intéresser à tel ou tel sujet, donc de regarder ici ce qui s'y rapporte, mais ça peut être aussi dans de la lecture, enfin peu importe le langage que vous allez utiliser, si vous allez vous nourrir ici de certaines informations, c'est parce que en réalité, ça crée cet intérêt que vous avez pour l'information en particulier est lié à quelque chose qui vous concerne. Quand bien même vous ne l'identifiez pas, pour que cette manipulation, cette emprise de toute façon puisse avoir lieu, y compris lorsque ça se situe au plus loin, c'est parce que ça se situe au plus près. Et donc il y a un écho qui fait que vous êtes attiré, votre zone cérébrale. En fait, les informations, on en a tellement qu'on va aller chercher à partir de notre centre d'intérêt. Mais si notre cerveau l'identifie comme un centre d'intérêt, c'est que ça a un sens, un lien ici avec votre incarnation, votre vécu, la manière dont vous vous comportez a un lien en fait ici avec justement ce que vous occultez aussi probablement, avec ce que vous vous entraînez ici de manière répétée à faire pour que ça devienne non plus un acte isolé mais une habitude. Donc quand on a un centre d'intérêt, et quel que soit le centre d'intérêt, c'est qu'en général il y a quelque chose qui nous concerne. Vous pouvez prendre des tas d'exemples et c'est pas forcément dans les fameux ismes ici que j'ai cités. C'est-à-dire que, mais ça peut, on a des exemples en tête. Des personnes, par exemple, sont extrêmement portées sur tout ce qui va toucher les enfants. Vraiment, alors les enfants au sens large, mais dans la thématique des enfants, eh bien, on peut être plus ou moins très intéressé dans l'actualité par exemple, certains faits divers. Et en général, cette curiosité, alors elle est loin d'être malsaine, au contraire, mais cette curiosité, elle a un véritable sens. Parce que lorsque l'on a vécu des choses traumatisantes, par exemple soi-même, eh bien, par ici, phénomène cérébral en premier lieu, donc une association qui est déjà présente à l'intérieur de nous, va nous permettre, d'un point de vue émotionnel, d'utiliser l'empathie. Par exemple, parce que on est en capacité de s'associer à la souffrance ici qui est visible, qui est circonstanciée. Et ça ne veut pas dire que s'il ne nous est rien arrivé, on n'a pas un intérêt pour ça. C'est la puissance de l'intérêt en fait qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on peut regarder les choses en surface, on peut effectivement se demander comment les choses peuvent se régler autour de situations que l'on peut estimer parfaitement intolérables. Parce que en fait ici il n'y a rien de correct dans ce type d'équation, mais ne pas le vivre ici de manière aussi personnelle que le vivra en fait une personne qui est passée ici par justement ces expériences-là. Et donc une personne qui est passée par ces expériences-là, notamment si elle est en train de travailler sur elle-même, elle va avoir aussi une capacité de transmission, d'accompagnement, donc cet intérêt, cette empathie et cette souffrance que l'on peut ressentir dans le regard de l'autre, certes, permet ici de
limiter finalement ce que ce traumatisme pourrait avoir d'impactant pour nous-mêmes. Ce sentiment et cette émotion est une forme bien sûr ici d'emprise, mais je veux aussi vous montrer que l'occultation de certaines zones n'est pas toujours contradictoire, parce que en fait, comme ça nous concerne nous, il faut juste filtrer et trier ce que cette corde et ce cadre au départ indiquent sur nous, parce que c'est ce qui nous fait réagir dans un point en particulier. Ça nous concerne de manière directe. C'est une zone de travail évidemment par rapport à soi, connaissance de soi, qui est extrêmement importante. Elle relève ici de quelque chose qui est le travail analytique finalement que vous devez faire autour de votre propre expérience, mais qui, lorsque la souffrance est transcendée, que l'emprise ici cérébrale est libérée, c'est-à-dire que l'on peut s'extraire complètement d'une vision en dualité pour aller chercher une maturité augmentée dans notre expérimentation, alors on sait quoi en faire. Et dans le quoi en faire, eh bien, il y a des choses probablement extrêmement concrètes que vous pouvez mettre en place, non pas en servant une cause, parce que si vous servez une cause, et quand bien même vous prendriez votre armure de lumière, vous seriez ici en train de combattre les méchants, et ici on est dans de la dualité. Donc ce serait probablement très compliqué, sans être passé par tout un processus pour démêler ici vos compréhensions, de pouvoir agir et œuvrer dans cette zone en étant dans la justesse, en étant dans le centre, en étant dans la neutralité. Et ce que ça vous amène lorsque vous travaillez à votre expérimentation, en utilisant cette maturité, en démêlant ces compréhensions, en allant chercher ce qui n'est pas visible et qui est dans les abysses, c'est que ça vous permet de revenir des abysses avec effectivement une capacité à regarder le monde de façon complètement neutre. Et neutralité ne veut pas dire ne pas agir, au contraire, mais veut dire agir depuis le centre de soi et être dans cette possibilité d'utiliser un point d'appui que va représenter le cœur. Le cœur ne fonctionne pas en système binaire, il n'y a que la pensée qui fonctionne en binaire. Et donc, vous pouvez ensuite faire tout ce que vous voulez, dès lors que ça vient du cœur, dès lors que ça provient du centre de votre être, dès lors effectivement que... Alors il faudra s'entraîner pour que les choses deviennent une habitude, mais dès lors que vous vous connectez à cette information et que vous comprenez pourquoi vous le faites, vous allez préférer ne pas agir dans l'intervalle pour pouvoir agir justement ici dans le centre et complètement ici de façon neutre. Parce que cette neutralité, elle n'en est pas totalement une, c'est une neutralité d'un point de vue physique, c'est-à-dire je ne me positionne ni à gauche ni à droite, je me positionne à partir de moi et je ne me positionne pas dans un milieu extérieur, si vous préférez. Je fais les choses comme je les ressens, donc je suis en fait quelque part, je suis dans l'être rassemblé. Et donc ce que je vais produire dans le devenir va être tourné justement dans une énergie de création, la mienne en tant qu'expression, issue de mon expérience qui n'a plus de souffrance, qui a été complètement filtrée et transcendée. Et donc a priori, l'impact et la puissance de mon énergie, parce qu'à ce moment-là ce sera complètement de l'amour, peut vraiment être extrêmement fertile et fertilisant dans ce que vous allez produire. Sera également disruptif dans le sens le plus physique, c'est-à-dire que ce sera très disruptif. Pourquoi ? Parce que en fait, ça ne ressemblera à personne d'autre que vous. Donc, vous allez pouvoir porter ici votre unique dans la matière. Et cet unique, en fait, il a des liens, il est lié à d'autres personnes. Et ça crée des court-circuits. Ça permet ici d'équilibrer d'autres situations matérielles sur le principe des cercles concentriques. Donc, ces cercles concentriques, ce théâtre, quand on le regarde, il nous concerne. Ce qui nous intéresse, c'est notre filtre. Si on cherche effectivement ici à se positionner dans certains domaines, si certains domaines nous intéressent, c'est parce que c'est lié à cette connaissance de vous-même que vous devez aller chercher. Et ce théâtre, il est aussi bien dans l'éloignement ici de ce que vous êtes qu'au plus près. Alors il faudra distinguer comment vous réagissez dans la zone lorsqu'elle est éloignée, comment vous réagissez
dans une même zone en fait, lorsqu'elle est proche, et faire le parallèle, parce que souvent on n'identifie pas le côté loin et le côté proche. En fait, on ne crée pas les ponts de cette manière-là. J'espère que cette vidéo vous encouragera à le faire, parce que effectivement ce côté proche ici de votre propre cercle concentrique a besoin de se révéler, a besoin que le pont se crée pour que vous puissiez bien sûr l'utiliser de façon beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus rapide, dans une dynamique justement où votre comportement va s'auto-alimenter et se nourrir d'une nouvelle forme ici d'observation. Et démêler ces compréhensions prend du temps, mais ce qui prend surtout du temps, c'est de monter à maturité. Après, le reste, c'est plutôt quand même de l'art de vivre, donc de démêler des compréhensions, on aura l'occasion de le faire chaque jour. Et cette vie, en fait, on va la tisser. À chaque fois que l'on met un pas dessus, il y a ce même principe ici que l'araignée dont on a parlé, qui permet vraiment de tisser la toile. Donc, il n'y a ni bon ni mauvais, il n'y a qu'un présent, il y a de la justesse, il y a de l'expression, il y a du cœur. C'est juste une autre façon, en fait, ici, d'approcher la vie. Et donc, bon, c'est vivre aussi davantage. Vous sentirez bien sûr ici la différence. Il y a vraiment une différence entre le mécanisme que je viens de décrire, qui est finalement un mécanisme très lié, en fait, pensez à l'ermite quand c'est comme ça. C'est très lié au fait de tenir le flambeau, d'ouvrir ici le chemin et d'éclairer les choses les unes après les autres. Et puis à un moment donné, eh bien, lorsque le chemin de l'ermite est terminé, eh bien, effectivement, on a la roue de fortune. L'arcane 9, l'ermite, la roue de fortune, l'arcane 10, on passe la porte et c'est terminé en fait. Et on vit l'existence juste de façon différente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, important, qui touche à la méthode et qui touche à un mouvement qui sera accessible lorsque vous serez évidemment disposé ici à le faire. Et entre les deux, eh bien, voyez comment vous vous placez par rapport au théâtre. Certains ont besoin d'augmenter leur compréhension du théâtre d'un point de vue éloigné pour vraiment faire le parallèle ici avec des choses qui les concernent et qui les intéressent de façon plus personnelle. D'autres ont besoin, l'ont fait peut-être de façon inconsciente, ont besoin de recréer le pont simplement consciemment, mais c'est déjà ce qui a commencé à se produire et sont déjà dans cette analyse au plus près d'eux-mêmes, mais peut-être que ça peut permettre d'accélérer. Et puis, certains, et ils sont bien moins nombreux évidemment, vont redécouvrir leur parcours sous les yeux, en fait, et ce qu'ils ont préparé. En sachant que, évidemment, il y a un point qui est notre point collectif, qui est l'intérêt que l'on porte pour l'amour. Et c'est dans celui-ci que va se trouver probablement le challenge le plus délicat. Alors, pourquoi pas? Parce que d'une part, par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, vous allez comprendre, je pense, assez rapidement, ce qui nous intéresse est le reflet ici de ce que l'on doit démêler, donc de ce que l'on doit comprendre, de ce que l'on doit être conduit ici à exprimer. Et je pense qu'il y a un point qui relie tous les êtres, alors dans leur humain, mais dans leur énergie aussi, c'est l'intérêt que l'on porte ici à l'amour. Je pense que c'est quand même, si on faisait un petit sondage, alors avec d'autres choses, mais il y a un mot-clé que tout le monde probablement mettrait dans ses objectifs, c'est l'amour. Vivre l'amour, ressentir l'amour, se sécuriser en fait ici autour de l'amour, enfin peu importe ce que vous allez mettre derrière amour, mais c'est vrai que je pense que c'est pas un objectif, beaucoup le font peut-être au départ et puis assez rapidement l'évacuent, mais si je vous posais la question de savoir comment souhaiteriez-vous quitter cette terre, je pense que l'accomplissement passerait par le fait de pouvoir vivre l'amour dans toute sa dimension et toute son entièreté, d'avoir vécu une vie d'amour. Et ça ne s'arrête pas simplement ici avec le fait d'avoir eu un partenaire de vie qui nous permet de le vivre ou de le ressentir. S'il y a une seule personne qui nous permet de le vivre ou de le ressentir, j'ai envie de dire c'est déjà beaucoup. Mais en fait, quand on parle d'amour, c'est quelque chose dans lequel il peut y avoir un point d'appui, mais ça ne peut pas représenter l'amour. Une seule personne ne représentera jamais l'amour. C'est la manière de conduire et de vivre ici, donc dans un ensemble, qui fait que vous serez connecté à l'amour, ou au contraire, qu'on vous fait comme des petits clins d'œil, en fait, on vous montre un angle de ce qu'est l'amour
peut-être pour justement vous aider à le redéfinir, mais ça ne peut pas représenter ici son entièreté. C'est beaucoup trop grand, beaucoup trop large. Il n'y a pas plus grand en fait ici que l'amour. Donc ça ne peut que être en croissance. Mais voilà, après, on a des schémas de vie qui sont un petit peu différents. Mais ce qui est important, c'est que voilà, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Et donc l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude, comme nous le rappelait ici, enfin, en tout cas le point d'appui que j'ai pris sur Aristote. On ne serait donc pas intéressé à cette question, ça ne serait pas une manière pour nous répéter une forme d'habitude de le chercher si on l'avait trouvé. Et ça, c'est très, très, très important. Parce que l'amour ne peut pas être le reflet. Le reflet et la pensée n'est pas l'amour. L'amour, c'est le lever de soleil. Ce n'est pas la pensée qui se reflète ici dans cet éclairage du soleil qui se lève. Donc, si nous nous interrogeons, si l'amour est au cœur de notre préoccupation, comment vivre l'amour, comment étendre l'amour, c'est qu'on ne le vit pas. Parce que autrement, ces questions-là, elles sautent. Et ça, bon, on le fait pour l'amour, mais ça vaut pour tout le reste. Tant que vous vous posez la question, tant que vous vous posez une question, c'est que vous n'y êtes pas. Si vous vous demandez comment être plus heureux, c'est que vous n'êtes pas heureux. Si vous vous demandez si je fais ça, est-ce que je serai plus satisfait de moi, c'est que vous n'êtes pas satisfait ici de vous. Pareil pour la justesse, beaucoup se posent la question de savoir s'ils sont sur leur chemin. Tant que vous posez la question ici du chemin, du bon endroit, de la bonne personne, c'est que vous n'y êtes pas. Et qu'en même temps, vous y êtes. Alors, c'est toujours le tout et son contraire. C'est-à-dire que par rapport au chemin, vous vous interrogez de savoir si vous êtes sur votre chemin. En fait, non, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas sur votre chemin de façon consciente. Et en même temps, tout vous mènera toujours à trouver ce point de connexion. Donc, c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut le comprendre. Et pareil pour l'amour. Est-ce que je vis l'amour ? Si vous vous posez la question, la réponse sera non. Vous n'êtes pas en train de le vivre. C'est-à-dire que votre pensée ici ne fait pas le lien avec l'amour et pourtant votre cœur est toujours resté plongé dans l'amour. Donc c'est le même principe. Il n'y a de fait que du réglage de la pensée. Et il n'y a que l'angle humain, il n'y a que la manière physique ici de se concevoir, de se percevoir et donc par effet ricochet. La relativité que l'on intègre ici dans notre paramétrage pour la vivre avec les autres qui fait que tout va nous laisser concourir à penser qu'il faut chercher ici quelque chose. Alors, ce qu'il faut chercher, c'est à évacuer la pensée. C'est-à-dire que tout cela ne se passe que dans la zone cérébrale, dans l'interprétation. Et tant qu'effectivement, ici, il n'y a pas de question, on n'est pas poussé au réglage. Et inversement, tant qu'il y a des questions, c'est qu'il faut continuer ici à travailler les réglages. Donc, est-ce qu'il est possible de stopper le flot de questions et de totalement sortir des doutes ? De par mon expérience, je vais vous répondre oui. Tant qu'on identifie ce que signifie sortir des doutes et du flot de questions. Aujourd'hui, je ne me pose plus réellement de questions. C'est-à-dire que, est-ce que, de façon physique, est-ce qu'il y a des questions qui viennent à moi ? Spontanément, non. En revanche, quand j'analyse et quand j'observe quelque chose, je vais adresser de la question, mais je vais utiliser plutôt l'outil que va représenter le questionnement pour conduire la forme. Et lorsqu'effectivement je veux agir et lancer quelque chose, œuvrer, peu importe comment on l'appelle, quand je veux me mettre en mouvement autour de quelque chose, je vais poser ici les situations, je vais potentiellement poser les problèmes, c'est-à-dire s'il y a des questions, c'est qu'il y a des réglages. Donc je vais utiliser mon set de questions pour comprendre les réglages, donc comprendre éventuellement quels sont les paramètres que je dois intégrer, ce que je dois sortir. J'utilise évidemment ici mon intérieur. J'essaye de constater le plus clairement, le plus largement les choses pour que rien ne se dissimule. Et en même temps, donc je n'entre pas en procrastination par exemple, je le fais à l'instant présent. Donc c'est devenu évidemment ici une habitude.
Alors l'idée n'est pas de se coller une étiquette suis-je excellente ou pas à réaliser cette pratique. En fait, je me sens complètement en confiance, je me sens à l'aise et je me sens aussi à l'aise avec le résultat. C'est-à-dire que je n'attends pas de résultat ici en particulier. Je me dis que tout résultat de toute façon saura apporter ici sa collecte d'informations. S'il y a des choses qui ne me permettent pas d'être satisfaite au moment du retour, eh bien je réadapterai, je recréerai des réglages. Et en fait, la vie, elle peut se vivre complètement comme ça. Dans le présent, à l'écoute ici de chaque pas que l'on fait, de chaque respiration, et de se faire complètement confiance en se disant, eh bien, tout trouvera toujours son chemin. Et si demain, les choses doivent complètement se déstructurer, complètement réévoluer, ça c'est déjà produit dans ma vie, eh bien, je le ferai de nouveau. Et j'apprendrai s'il y a des choses à apprendre. Si je suis partie, j'allais dire en cacahuète, vraiment, et que je suis plus du tout alignée avec moi-même, et ben ok, très bien, c'est que je devrais en passer par là. Si je dois prendre un détour, je prends un détour. Si je dois faire des choses qui vont plus ou moins satisfaire les gens autour de moi, eh bien, tant que je suis ok avec ça, ça me va. Enfin, c'est vraiment essayer ici de considérer tout, faire vraiment bouger l'ensemble de vos astres et considérer que finalement ce mouvement, parce que vous êtes et vous pouvez être votre propre soleil, il se passe à partir de vous. Vous faites lever votre propre soleil. La pensée permet de refléter ce soleil qui se lève et donc de quelque chose qui est extérieur, où la pensée observe le soleil se lever pour comprendre comment le soleil se lève. Tout se passe d'une même manière, mais depuis l'intérieur de soi et vers l'extérieur. Donc ça, c'est évidemment une possibilité. Donc, on est tous portés par un même intérêt, vivre l'amour. Est-ce que nous avons la capacité de vivre l'amour? En fait, oui, mais redéfinissons amour, parce que c'est souvent ce qui nous empêche ici de le vivre. C'est la définition, c'est l'image et donc la pensée, ici, le reflet de l'amour, qui fait que l'on ne peut pas, à partir ici d'un reflet, se l'approprier. Le soleil va se lever à l'extérieur de nous. On va voir l'amour ici comme un mirage en fait, toujours nous montrer quelque chose qui se lève et il ne se lève pas ici parce que ça peut représenter symboliquement notre propre soleil à l'intérieur de nous. Il est extérieur et tant qu'il est extérieur, de toute façon, le mécanisme de l'amour doit être rejoint, si vous préférez. Symboliquement, c'est que le chemin ici doit continuer d'être parcouru jusqu'à pouvoir accueillir ici de façon très intérieure le soleil et une fois que le soleil est à l'intérieur, pouvoir le faire ici se lever. Donc, dans l'intervalle, on ne stoppera pas évidemment ici ce flot d'informations. Je voulais simplement vous dire que oui, en fait, il y a un moment donné où ce sera possible. Et puis, il y a tout ce qui va se produire pour que cela soit. Donc que tout cela puisse devenir, il faut être. Et donc, il faut comprendre ce que va signifier évidemment ici de nombreuses choses, et notamment les contresens relationnels, ce que ça peut provoquer. Donc, tout ce qui va toucher effectivement notre système de pensée va être une forme de proie dans ce paramétrage. Vous allez être une proie autour de l'empathie et de la compassion. Pourquoi? Parce que effectivement, vos associations dans les souffrances ici des autres, le fait de souffrir, compassion avec sympathie, on est comme poussé, bien malgré nous parfois, à vouloir remédier ici aux solutions que les autres utilisent pour qu'ils en soient plus heureux. Donc on va utiliser ces sentiments, qui sont des sentiments qui sont très puissants, l'empathie et la compassion, mais qui en fait ne sont que le reflet de notre propre pensée et que le reflet de notre propre projection. Et donc ça crée bien sûr ici des contresens relationnels. Alors, il y a le petit écart quand on n'est plus complètement plongé dans empathie-compassion, on peut utiliser l'assertivité, qui est plutôt donc un état d'être ici qu'un sentiment, et qui nous permet évidemment de nous exprimer sans empiéter là pour le coup sur l'autre. Donc il n'y a plus cette même forme d'identification, mais avec ce besoin bien sûr ici de se sécuriser, d'affirmer son cadre. C'est un moyen de limiter l'emprise, mais ce n'est pas un moyen de dissolution de l'emprise. Et donc il y aura évidemment avec ces positions empathie et compassion, il y aura possiblement des contraires, même si ça c'est quelque chose qui est plutôt commun, un trait commun comme l'est ici l'amour, alors que
travailler sa position d'assertivité, ici, va générer d'autres contresens où on va se retrouver avec des personnes qui vont possiblement être dans la passivité, parce que dès lors que l'on est en train d'affirmer quelque chose, si on le fait surtout avec puissance, eh bien on va avoir quelqu'un qui ne réagit pas forcément ici à notre propre énergie. Il peut y avoir de l'agressivité, il peut y avoir de la manipulation. En fait, peu importe, c'est simplement différencier sentiments en ayant en tête que l'état d'être va permettre de faire bouger certaines lignes, mais que dans un ensemble, il y a quand même ici des choses qui ne permettent pas autre chose que du contresens relationnel. Et cette multitude de schémas, c'est face à face, c'est tête à tête, et cette fausse impression de cœur à cœur que l'on peut utiliser notamment avec l'empathie et la compassion, c'est une fausse impression, puisqu'on est vraiment dans le sentiment, on n'est pas dans l'expression ici de notre propre nature, va complexifier les appréciations relationnelles. Donc ces contresens peuvent s'amplifier. Plus on est dans l'empathie, plus en fait on va amplifier ici une forme d'emprise, plus on va créer de la codépendance. De la même manière ici pour la compassion, avec des possibles réactions, c'est-à-dire que de toujours chercher ici à résoudre les problèmes des autres, c'est un véritable problème en soi, parce que d'une part, il est très très rare qu'on nous le demande, et lorsque cela est le cas, c'est qu'il y a un jeu ici qui se met en place, et donc on peut effectivement être critiqué et donc souffrir ici de cette sympathie qui nous est refusée. Donc on peut aussi, avec l'empathie et la compassion, il y a le revers de la médaille où on va amplifier notre propre souffrance. Parce qu'il faut justement ici distinguer ce que veut dire l'amour, il faut pouvoir faire les réglages. Donc on est dans des courts-circuits qui ne sont pas des courts-circuits, justement. Ça serait facile en fait si c'était des courts-circuits, si ça nous faisait bugger. Mais ça va nous faire bugger avec le temps. Donc entre les deux, alors revenez sur le point de départ, hein. Ça vous donne énormément d'informations, ce sont des trésors sur vous. Mais il va falloir passer le cap pour que ça devienne les trésors. Donc il y a quand même ici un temps. Mais cette multitude, elle peut rendre effectivement le fait de démêler nos compréhensions beaucoup plus difficile. C'est un moyen qu'a notre être pour pouvoir, donc c'est le côté relatif ici qui permet de prendre le dessus sur notre volonté. Et donc on va difficilement mettre certaines choses à l'arrêt. Et en plus, on est dans un monde qui privilégie l'ouverture, qui va privilégier justement soyez lumineux, soyez plus dans l'empathie, la compassion, et en plus on en fait une association ici avec l'amour. Donc c'est vrai que quand on est porté vers le bien-être, le mieux-être, peu importe, et notamment dans le développement ici dit personnel, on va demander aux gens d'être plus ça en fait. Et ça, je vous le transmets parce que je pense que c'est quand même un risque. Toujours plus d'empathie et toujours plus de compassion, c'est surtout plus de puissance ici que l'on donne à l'extérieur et moins de volonté pour nous-mêmes. Et encore une fois, bon, je vous renvoie à la différence entre altruisme et égoïsme. On va pas le revisiter, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est essentiel parce qu'il y a des formes de pièges. Empathie, compassion, assertivité sont des contresens relationnels qui peuvent, encore une fois, être extrêmement puissants et exercer une emprise très 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 forte sur votre système de croyance. Et donc, bon, on a en face de nous, on a Pluton dans le Verseau, hein. Donc ça, c'est contresens relationnels durant cet épisode de l'été. Notamment quand on va être dans Lion, on verra ce que ça dit. Pour l'instant, j'ai pas enregistré les défis, donc je sais pas du tout ce que je vais ici vous proposer, mais voilà. Mettez-vous ça dans un coin de votre tête, il peut y avoir des très gros effets miroirs parce que l'empathie, la compassion, l'assertivité sont globalement des saboteurs de votre énergie, alors que l'on imagine que ce sont nos atouts, que ce sont des qualités alliées qu'il nous faut développer. Surtout pas. Vous utiliserez empathie, compassion, vous n'aurez pas besoin d'assertivité pour observer, pour regarder justement ici les choses. Ce sont des moyens de mesure en fait. On a besoin de comprendre certaines de nos relations et on aura toujours besoin de comprendre les relations. Et donc ce sont des outils de mesure pour
quelque part pouvoir filtrer ici l'information de la manière dont elle circule. Ce ne sont certainement pas ici des qualités d'interaction relationnelle. Quand on utilise l'empathie et quand on utilise la compassion, on augmente ici les contresens et on augmente l'effet piège dans nos croyances. Alors, bien sûr, on peut utiliser ces contresens relationnels pour pouvoir analyser ce qui nous maintient dans une incapacité à être. Parce que comme on ne peut pas devenir sans être, effectivement, il va falloir trier, filtrer la nature de nos liens, constater les objectifs d'apprentissage, s'assurer d'avoir compris tout un ensemble. Il faut entendre que les sentiments ici, les interactions que l'on génère et les sentiments qui s'y relient avec les autres est un prétexte qui limite la puissance de l'être, son expression, sa liberté. Que certaines des qualités telles qu'on peut les percevoir sur le plan humain, comme l'empathie, la compassion, sont en réalité des saboteurs de notre propre énergie. Que de nombreuses choses finalement qui sont faciles de voir comme du sabotage sont en réalité ici plutôt des alliés. Parce que s'il n'y a pas de contresens relationnel, alors on ne peut pas percevoir ici ce qui nous manque pour pouvoir être. Le point d'appui pour que cela devienne suffisant. Et lorsque tout cela est et devient complètement suffisant, alors notre être peut devenir tout ce qu'il souhaite et interagir et réagir de manière différente. Mais dans l'amour, ce que l'on interroge souvent ici autour de ça, c'est le côté partenariat, donc le fameux cœur à cœur. Alors là, on vient de parler de tout ce qui ne serait pas, bien sûr, ici, du cœur à cœur. Le cœur à cœur ne renvoie pas à une personne, encore une fois, dans le sens unique. Et ça, je pense que c'est très important parce que si vous n'identifiez qu'une personne et si vous vous dites ça, c'est mon partenaire, j'aurais tendance à dire que c'est curieux. C'est pas impossible, c'est juste une curiosité et que je serais ravie évidemment ici d'étudier. C'est une curiosité parce qu'il y a différentes formes d'amour. Donc ce serait une curiosité dans le sens où l'amour ne peut pas s'exprimer ici de façon unique. C'est ce qui circule. Donc ce côté unique de l'amour, vous êtes l'expression unique de l'amour parce que vous êtes un être unique. Mais nous sommes tous des expressions uniques de l'amour. Donc exprimer de l'amour et combiner les uniques, c'est quelque chose qui est très facile à faire. La seule différence, c'est qu'il faut être pour cela. Donc, tant que l'on n'est pas, on ne peut pas devenir et on ne peut pas être dans cette expression d'amour. Mais lorsqu'on l'est, eh bien, on s'aperçoit que les possibilités, elles sont multiples. On s'aperçoit aussi qu'il y a des choses que l'on ne peut absolument pas faire, en fait. Et donc, de justement travailler dans le côté tête-à-tête n'est juste plus possible. En fait, pourquoi voudrions-nous ici travailler de la sorte alors qu'on sait que l'on peut complètement se plonger dans le cœur à cœur? Et se plonger dans le cœur à cœur, dans le relationnel, parce qu'on n'a plus besoin justement ici des contresens, donne toute une possibilité ici de partenariat qui est beaucoup plus grande, mais qui a aussi plus de sens et dans lequel il faudra mettre plus d'énergie en fait. Et donc, on ne peut pas non plus multiplier si on a par exemple, je ne sais pas, dans les relations sociales, si on a une dizaine de personnes que l'on estime proches, il y en a probablement 7 de trop, en fait. Et donc, ça aussi, il faut l'entendre. Alors, c'est quelque chose qu'on se dit déjà, dans le sens ici le plus humain. Je pense que certains d'entre vous le savent très bien. Mais c'est bien de se le rappeler, parce que ça, c'est encore beaucoup plus restrictif ici, avec le partenaire. Donc, je dis le partenaire, mais avec les partenaires, bien sûr. Le premier partenaire, le meilleur des partenaires, c'est vous-même déjà, donc être son propre best partner et ensuite pouvoir effectivement étendre cette expression autour de soi et avoir, ce n'est ni de la préservation ni de la conservation, mais avoir la conscience de ce que l'on peut être amené ici à partager. On fuira bien sûr ici les contresens, ça ne nous intéresse plus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se produire, mais on ne les met pas dans la zone ici d'intimité. Ça n'a plus vraiment cet intérêt-là. Ce qui supporte évidemment ici notre retour au centre, c'est l'essence de nous-mêmes, c'est notre propre présence. Mais je voulais aussi, tout le temps il me semble dit, lorsque l'on parlait des liens, vous n'avez jamais été isolé. Et donc,
Je reprends l'exemple de ces contresens relationnels. Il y a des relationnels qui n'ont absolument pas du tout ces caractéristiques et en général, c'est là où se trouvent vos partenaires. Alors, vous pourrez en avoir bien davantage. L'idée n'est pas celle-ci. C'est simplement l'énergie du partenaire et le cœur à cœur est un lien fonctionnel, souvent invisible, qui est là pour être vraiment notre appui. Et ça peut se faire de façon consciente comme inconsciente parce qu'il est le messager en fait. Et donc ça peut évidemment être extrêmement furtif, un petit peu comme l'ange que l'on croise sur notre route, ce petit mot sorti de nulle part et on se dit mais bizarre que cette personne elle m'ait dit ça, ou c'est bizarre que cette personne à ce moment-là, je sais pas, me bouscule ou m'empêche de faire quelque chose de particulier. Bon, ici on a du partenaire. Clairement, dans ces zones, c'est ce qu'on pourrait avoir de conscience à conscience comme des consciences partenaires. Donc, ça peut être extrêmement furtif ou ça peut ici vous suivre et ce lien peut être conscient et perdurer l'ensemble d'une vie. C'est dans sa caractéristique qu'il faut regarder, c'est-à-dire que ce lien ne génère pas justement ici de vulnérabilité cérébrale, il n'y a absolument aucune volonté de nuire. La relation, elle est tournée vers le progrès de correspondance. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, non pas d'effet miroir, mais de correspondance. Et il peut y avoir évidemment ici comme un principe de corde. Si je passe ici un cap, eh bien, ça peut amener mes partenaires à passer aussi un cap. Et donc, les inviter à changer eux-mêmes de réglage. Et ça peut s'être ressenti de façon très physique, hein. Ça, souvent c'est le cas d'ailleurs. On sait que quelque chose s'est déverrouillé à l'intérieur de nous. Bon, eh bien, si on a identifié nos partenaires, c'est bien de les prévenir parce que ça crée des petits rebonds. Et donc, tout cela ne se fait pas d'une même manière. Et donc, il n'y a aucun ici contresens à ça. C'est ce qui nous pousse vers notre être. Et donc, il y a cette idée de suffisance autour de ce que être va signifier, puis de suffisance autour de ce que devenir sera. Il n'y a plus tellement ici de discussion autour de ça. La seule chose, donc ça c'est plutôt quand c'est accompli, c'est-à-dire quand le cœur à cœur est conscient. Bien sûr ici, je pense que ça doit être une zone, on doit chercher un cœur à cœur conscient. Et donc dans l'intervalle, eh bien, il y a toutes les variations ici, mais bon, pour vous en tout cas, il peut y avoir aucune question et vous pourrez tout à fait identifier une personne qui, elle, a besoin encore de sortir ici de cet amour dans le sens plus inconscient ou de se sentir libre ici de toute attente. Il y a de moins en moins d'importance accordée au niveau de la tête et un cœur qui devient de plus en plus puissant. Et c'est vrai que ce contact peut être renforcé lorsque c'est comme ça. Mais peu importe, c'est pas important en fait ici de l'identifier. Si ça ne se fait pas de manière immédiate, il ne faut pas utiliser la tête pour le faire. La tête le conscientise en général a posteriori. Et tout ce que vous avez conscientisé a priori, en général, il faut que vous soyez conscient que c'est un tout autre chose qui se construit. Et ça va donc être plutôt quelque chose qui touche à l'emprise et donc qui vous place, si vous préférez, dans une vulnérabilité dans le sens cérébral. Alors là, je vais vous renvoyer à tous les partenariats comme les flammes jumelles, etc., etc. Vous comprenez pourquoi on vous a probablement souvent invité à avoir du discernement autour de ces liens, mais parce que les choses elles sont tellement naturelles qu'il n'y a pas ce genre de questions qui est évoqué dans le cadre du partenaire. En fait, dans la relation de cœur à cœur, c'est réciproque nécessairement, donc c'est pas quelque chose où on cherche à se mettre une étiquette, donc ça n'existe pas. Et c'est pour ça que lorsque l'on sait que certaines choses existent, on sait que cela n'est pas. Ça ne fait qu'appel à votre tête ici et certainement pas à votre cœur. Parce qu'avec un partenaire, c'est sans contrepartie. Et donc, le développement, il suit son cours, même si certains apprentissages de tête peuvent venir évidemment régulièrement se mettre en place. C'est quelque chose qui a besoin de se mettre en place pour pouvoir aussi s'effacer avec le temps. Le partenaire étant une énergie de progrès, on a besoin de conscientiser et donc on va utiliser la tête pour conscientiser. Elle est à sa juste place lorsque c'est comme ça. Donc ça n'a absolument aucune conséquence et il peut y avoir bien sûr des réactions très automatiques.
On peut être dans des réactions peut-être un peu qui débordent parfois, mais ce n'est pas quelque chose ici que justement une relation de cœur à cœur ne vous dira jamais quoi que ce soit qui ne sera pas tourné vers la communication, non pas dans un sens positif, mais ok, elle vous dira peut-être j'ai été surprise, mais bon, en même temps, profondément je te connais et donc il y a rien quoi. Enfin, parlons-en, évacuons, on est dans la solution ici de façon permanente. Donc cet écho, il a parfois besoin de transiter dans de l'absurde, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose évidemment ici qui va rester absurde. Et ça, c'est quelque chose qui est bien sûr important d'être compris. Donc, l'intimité aussi est un véritable sujet sur lequel, tout comme l'amour en fait, on a besoin de changer de réglage. Parce que, donc, avec un partenaire, l'intimité, elle est naturelle. Mais il y a différentes formes ici d'intimité. Donc, on a toujours tendance, et c'est comme l'amour, à identifier ici cela dans le sens purement physique. Et tant que vous le faites, c'est là où il y a aussi un sujet de réglage. Parce que finalement, cette zone d'intimité avec le partenaire, au départ, en tout cas, c'est en mon fort intérieur ce que je ressens. Et au-delà de ce que je ressens, c'est surtout ce que j'ai pu observer. Il n'y a pas cette intimité physique. Elle n'est pas naturelle. L'intimité au sens physique, et par exemple, le fait de n'identifier ici qu'un partenaire dans le sens sexuel, ne serait bien sûr, enfin en tout cas comme devant être une des composantes pour que cela soit un partenaire, est complètement à contresens de ce que signifie le partenaire. Vous avez ici ce qu'on pourrait caractériser comme des amitiés, qui sont les partenariats peut-être les plus profonds que vous vivrez dans votre expérience physique. Et donc, vous pouvez aussi avoir un partenaire enfant, si vous préférez. Donc, il n'y a absolument aucun rapport ici à la sexualité. La sexualité, d'ailleurs, dans son étymologie, c'est ce qui nous coupe ici. Il y a quelque chose qui divise. Donc, il ne s'agit pas de dire que cela ne doit pas avoir sa place. C'est possible. Et d'ailleurs, je vous encouragerai toujours ici à être dans un partenariat, si c'est un partenariat de vie dans lequel il faut intégrer cette dimension, mais c'est probablement la dernière à intégrer. Si c'est la première, il faut s'interroger. En fait, il faudra s'interroger. Si c'est ce qui prédomine ici votre relation, il est peu probable que vous soyez dans une relation de cœur à cœur, puisque c'est ce qui vous permet de vous diviser de vous-même ici. Donc, il y a quand même une réflexion profonde à mener autour de ça. Et je sais que souvent, la question se pose dans nos échanges, parce que notamment quand vous travaillez sur vous, eh bien, on cherche à pouvoir rencontrer ici des personnes qui nous correspondent. Eh bien, tant qu'il y a de l'attente autour de cette correspondance, je serais quand même tentée de dire que ce type de relation, qui est plutôt cerise sur le gâteau, ne peut pas se mettre en place. Tout simplement parce qu'il va déjà falloir reconstruire le reste. Et puis, il y a une façon aussi d'aborder le changement autour de ce comportement que va représenter le partenaire. Si on entre en relation par l'angle, par exemple, sexuel, eh bien, ici, on va aller créer quelque chose d'un point de vue physique qui va permettre immédiatement, avant même d'être entré en relation, des sentiments qui vont venir ici se cristalliser, une association dans du plaisir ou du déplaisir d'ailleurs, mais qui n'a plus rien à voir et qui permet immédiatement de filtrer autour ici d'une zone cérébrale. Si j'ai pris du plaisir avec ici un partenaire sexuel et non pas un partenaire de cœur, très bien, parfait, mais à quel point cela ici, par rapport à un niveau de satisfaction qui est purement hormonal et cérébral qu'aura été généré ici avec l'hormone du plaisir, à quel point cela va m'occulter justement et me couper de l'amour, à quel point je vais idéaliser ici la personne. Et la même chose d'ailleurs pour une identification romantique avec aucun contact. Ça peut être exactement le même principe. C'est-à-dire que si je suis en train d'identifier par l'angle romantique et que je suis en train de fantasmer, ça a le même effet en fait ici que de l'avoir géré de façon purement physique. C'est la même chose. Je suis en train d'utiliser ici une forme de projection, un sentiment, une idéalisation pour quelque chose qui n'existe pas. Et pour la partie physique, quand je la génère à partir de mon corps, dans le sens ici de l'interaction physique, je vais ici
utiliser cette onde pour bloquer quelque part mon corps et le mettre en position de disponibilité par rapport ici à mon partenaire sexuel. Donc, il y a quelque chose ici qui est assez, je vais dire, décalé. Le réglage, en tout cas, il est quand même essentiel autour de ces mots que représentent amour et intimité. La relation ici avec le partenaire, si on retire cet angle du sexuel, doit pouvoir relever d'une intimité physique, et une intimité physique peut relever de la tendresse, par exemple. Donc on peut avoir des gestes de tendresse ici envers effectivement un partenaire, donc dans différentes formes. La tendresse que l'on a ici par exemple pour un enfant, où on sent son cœur être vraiment connecté ici à cet enfant, où on a donc les autres sortes d'amour bien sûr ici qui se relient. Ça peut être une connexion extrêmement profonde, et ce n'est en rien ici ce que l'on a de plus communément admis, qui est aussi une forme de croyance. On a beaucoup de croyances autour du corps, autour de la satisfaction physique, le plaisir sexuel, et tout cela en fait ne fait que ajouter, parce que c'est suffisamment moderne, hein, on va quand même se remettre dans le contexte de la modernité. Là ici, quand on parle de sexualité, on parle de la libération sexuelle, on va parler donc ici d'une époque qui touche plutôt les années 70. Donc ça fait effectivement près de 50 ans que les choses sont comme ça, mais au regard de la chronologie ici humaine, c'est quand même une croyance qui est suffisamment récente, et en même temps qui est probablement suffisamment testée pour reconnaître que c'était peut-être pas si satisfaisant que ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans un monde où on peut dire que le partenaire est valorisé, où on peut dire qu'on a des couples ici qui sont des couples de cœur à cœur, sont des couples fonctionnels pour majorité d'entre eux. Ce sont des couples ici très portés dans la zone cérébrale, la sécurité, on est beaucoup dans la possession. Quand même, on est peu dans la valeur de cœur. Et ça, je pense qu'on peut quand même le constater de façon très objective. Je pense que c'est visible, et en plus on a d'autres moyens ici à notre disposition qui nous laisseraient à penser que c'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est que ces moyens, ils existent, parce que pour certains d'entre nous, ça fait partie des chemins, c'est-à-dire que ça fait partie ici des choses que l'on peut aller saisir pour pouvoir s'accomplir, parce qu'il faut pouvoir avoir un partenaire de ce type-là, il faut pouvoir l'identifier, il faut qu'il soit naturel, il faut que cette forme d'amour s'exprime. Et donc, parfois, elle peut passer par le fait ici d'avoir un enfant. En tout cas, si je fais le parallèle avec mon propre vécu, je reconnais que c'est vraiment cette corde-là qui m'a permis de revenir à moi, en fait. Donc, pour certaines personnes, oui, le lien ici de la mère à l'enfant peut être le court-circuit, clairement. Pour d'autres, ça sera d'autres courts-circuits. Ça peut être une rupture ici avec une personne, ça peut être une rupture dans le sens sentimental, mais ça peut être une rupture ici de l'ordre plutôt familial. En fait, les courts-circuits sont très multiples, mais ça doit toucher quelque chose qui fait résonner quand même ici, qui fait se dérégler quelque part ici notre cœur pour qu'il puisse venir se régler. Donc cette maturité, l'évacuation bien sûr ici de nombreuses choses, elle doit pouvoir augmenter, et c'est celle qui va rendre beaucoup plus instinctif notre connexion de cœur à cœur et notre reconnaissance. On passe vraiment ici par le processus de reliance qui conduit l'expansion en passant par l'amplification, et c'est tout aussi intérieur que ça n'est physique. Et ça, vraiment, je veux que vous sortiez de cette vidéo avec un changement de regard sur vos comportements relationnels, et notamment dans vos zones d'intimité. On ouvre la porte du courage. Il est donc important, à un moment dans votre existence, de regarder les relations telles qu'elles sont. Et quand on est à maturité pour le faire, au plus proche de nous-mêmes, il faut vraiment défiltrer et déparasiter. Parce que sinon, vous allez continuer cette quête de l'amour qui, en fait, avec le temps, va devenir extrêmement stérile. Par absence, justement, potentiellement, alors, pas toujours de maturité, mais comme tout cela est fait pour limiter votre puissance, c'est un accès à votre puissance qui reste sous cloche. Et l'accès à notre propre puissance, il n'est que individuel. On est les seules personnes à pouvoir dévoiler ici les choses. C'est le fameux 8 d'épée. On est bloqué par personne, et en même temps on se bloque nous-mêmes. Et donc peut-être que ce 8-8
puisque je réfère au 8 d'épée, on revient bien ici dans l'idée du 8. Donc peut-être que cette porte de l'amour, le 8-8, elle va vous aider. Mais pour ça, il faut comprendre, évidemment, il faut pouvoir faire un constat. Il faut un lion mature, il faut un lion courageux, il faut un lion dans sa puissance, il faut un lion raccord avec lui-même, son propre objectif. Il faut un lion qui s'accepte déjà comme son meilleur partenaire pour qu'ensuite sa volonté ici d'être le partenaire pour d'autres puisse ici s'exprimer. Mais donc, il faut comprendre que l'on ne peut pas ici, si on n'est pas son meilleur partenaire pour soi-même, il va être difficile d'être un partenaire pour les autres. Et donc, ces réglages, il va dépendre de l'identification aussi de vos partenariats, parce qu'il y a toujours dans le partenariat celui qui tire un peu la locomotive et celui ici qui suit. Et donc, il faut aussi déterminer le sens de circulation de cette énergie. Et ça passe par le fait de démêler nos compréhensions, ça passe par le fait d'être dans la connaissance de soi. Et donc, tous ces facteurs, en fait, ils sont liés, ils sont imbriqués, c'est multifactoriel, en fait. Et donc, ce côté multifactoriel physique qui représente, en fait, votre multidimensionnalité énergétique, il est tout aussi concret du point de vue, ici, physico-physique. Et il ne faut pas l'ignorer, en fait. Et tant qu'on l'ignore, on n'a pas la capacité ici à réunir les points. Donc on parlera d'amour au cours ici de ce processus du lion. Et donc pour créer ici une ouverture vers la porte 8-8, je voulais simplement vous partager une information qu'on prendra le temps bien sûr ici d'apprécier avec de l'amplitude. Chez les Grecs, l'amour n'est pas un seul mot, il est 4 mots. Donc pour définir l'amour, les Grecs avaient 4 mots. Eros, Storgé, Philia et Agapé. 4 points pour l'amour, pour le cœur, pour l'expression du cœur. Pas 1, 4. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est vraiment important, parce que cette définition, tant qu'on ne la pose pas, c'est comme une équation, ça devient un problème en fait, et donc c'est très difficile ici de trouver sa solution. C'est très difficile d'avoir la clé et de passer la porte. On a donc Eros, qui est le symbole effectivement ici de cette partie plus physique. Et donc ça peut être de la tendresse, ça peut être évidemment de la sexualité. Donc revenons à ce que l'on vient de se dire. La sexualité doit pouvoir faire partie ici de notre vie. Ça ne doit juste pas être le premier point. Si c'est le premier point, ça posera évidemment ici une difficulté, parce que l'on explorera peu ou pas les 3 autres formes d'amour. Et donc, ce n'est pas une vérité, c'est mon point de vue. Pour moi, ça devrait être effectivement ici le dernier point, parce que c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'intimité ici qui se développe d'une autre façon. Mais tant qu'on n'a pas développé le reste des appuis, et notamment sur le plan physique, tant que l'on ne sait pas faire l'expérience de la tendresse, de la douceur, et donc ça va passer ici par des choses qui ne relèvent pas de la sexualité, tant qu'on n'en a pas fait l'apprentissage et que l'on passe directement dans la partie la plus profonde, la plus intime, qui potentiellement peut venir justement ici nous couper, et bien pour moi, en tout cas, dans mon appréciation, je trouve qu'il y a un risque, en fait. Il y a un risque de justement se dénaturer, il y a un risque de chercher comme une forme de point de fusion, et donc de s'ignorer de nouveau, si tant est que l'on avait réussi ici à se compléter. Alors, bon, quand on est en chemin, ce sont des choses voilà, qui font faire des détours. Quand on n'est pas en chemin, enfin quand on est vraiment dans notre vie, en fait, ce sont des choses qui n'existent pas, parce que effectivement, ce côté-là, et c'est pas qu'il est sacralisé, en fait, ça n'a strictement rien à voir, mais en fait, il est très conscient, et il n'y a aucune partie de notre être qui a envie de se plonger dans ce type d'expérience. Il n'y a juste pas de besoin autour de ça. Et lorsque, effectivement, la personne que l'on rencontre peut rentrer dans l'ensemble des formes d'amour, y compris cet angle d'Eros, parce que ce n'est qu'un angle à l'intérieur d'Eros, eh bien, super, en fait. Et c'est la cerise sur le gâteau. Mais de fait, ça devient bien moins important. Ce n'est plus le gâteau. On peut se nourrir du gâteau sans la cerise. En revanche, si on n'a que la cerise, je pense qu'on va rapidement ici se retrouver affamé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important.
parce que c'est le plaisir que l'on peut ressentir dans le partage physique avec l'autre, et le partage physique, encore une fois, n'est pas nécessairement sexuel. Storgé, c'est l'amour filial, c'est la parentalité, c'est l'héritage, donc c'est vraiment c'est la filiation. Donc ça peut effectivement être un amour qui se déploie au travers des enfants, au travers des parents, mais aussi des personnes que l'on identifie comme étant notre foyer, en fait. Donc il y a vraiment cette idée ici de foyer. Avec le philia, on a cet amour-partage, cet équilibre qui est instinctif. Donc le philia va passer vraiment par le côté le plus instinctif ici de notre être. Le respect, l'estime n'est pas quelque chose ici qui se gagne. Lorsque l'on est dans le philia avec une personne, c'est un acquis. Alors comme tout acquis, bon, il n'y a pas de question à se poser dans une énergie de partenariat, mais il ne s'agit pas ici de faire confiance à tout et n'importe quoi. Avec le philia, c'est acquis parce que la personne, on la voit telle qu'elle est, et donc il n'y a même pas de question à se poser ici autour du respect et de l'estime. Dans notre regard, ce sont les plus belles personnes que l'on puisse ici connaître et que l'on puisse voir exister. Mais pour que cela évidemment se produise, il faut qu'il y ait une appréciation de nous-mêmes, mais philia peut être un point de départ, donc ça peut être un point d'appui de voir quelqu'un non pas comme une possible domination de notre être. Il n'y a pas d'identification autour de la puissance, mais il y a une reconnaissance ici qui est instinctive de la puissance d'une autre personne. Et donc, on n'est ni dans la fascination ni dans l'emprise. On voit non pas le plus beau chez elle sans voir l'ensemble. Il y a un immense respect pour tout ce qu'elle représente. Et là, il y a aussi une vraie différence. Et puis l'agapé, qui est évidemment ici l'amour dans sa version la plus grande, la moins intéressée d'un point de vue physique. On peut parler ici d'amour universel ou d'amour spirituel. On va plutôt, c'est mon langage, on va parler de communion de l'esprit. En fait, ici, on a des esprits qui communiquent, des esprits conscience, des intelligences qui sont à la manœuvre, qui communiquent, qui agissent. Ici, on a les maîtres d'ouvrage vraiment à l'intérieur de notre être, alors que Eros, Storgé et Philia seront les supports ici de l'être, donc plutôt la partie de l'ouvrière. Alors, si je devais donner les points, je dirais que Eros, finalement, ici, va représenter le corps, que Storgé représente probablement l'âme et Philia la conscience, tandis qu'Agapé est en nous l'intelligence plus universelle qui agit et qui permet ici aux différents uniques de s'assembler. Dès lors qu'on concilie ces 4 formes d'amour, on a un partenaire. Et dans sa variation, ici, on peut donc parler de couple, bien sûr, mais un partenaire, encore une fois, et le couple n'est pas nécessairement dans une seule forme. On aura une forme malgré tout complète et de complétude qui peut évidemment s'accompagner d'un choix, mais en fait le reste n'est que choix. C'est-à-dire que si vous identifiez vos partenaires, c'est vous qui faites le choix en fait de vous tenir auprès d'eux. Alors le faites-vous complètement, ça va dépendre de l'agapé en fait. C'est l'agapé qui vous donnera ici au travers de l'œuvre et de la toile, au travers de la création, c'est elle qui indiquera là où vous devez vous situer autour de ça et la manière dont peut se créer, s'approfondir ici le lien. Mais c'est l'amour agapé qui le produit et qui est nécessairement une association, donc c'est quelque chose qui va relever ensuite d'une forme de communication, de choisir quelle est notre position, de définir ensemble. Et c'est bien ce que fait ici, dans le sens le plus fonctionnel, le partenaire, c'est de pouvoir créer les appuis et de décider de la manière dont sera conduit ici les existences. Alors, qui finalement ici, parce que si vous faites le parallèle, Eros, Storgé, Philia appartient davantage à l'unique que ne l'est l'agapé, donc il y a quelque chose qui nécessairement dépasse la conscience dans le plan le plus humain. Donc cette conciliation, elle est à interroger plutôt dans cet angle. Et c'est quelque chose qui est, en tout cas aujourd'hui à l'heure actuelle, qui est déployé de façon moins commune, peu commune, mais qui peut être une forme de révélation, parce que ça ne veut pas dire ici que ce n'est pas disponible à l'intérieur de vous, ça veut simplement signifier qu'à ce stade-là, votre intimité avec vous-même doit devenir beaucoup plus marquante, beaucoup plus naturelle pour qu'elle puisse évidemment ici se révéler au contact des autres et donc être amplifiée par l'un ou l'autre ici de ces points en facette
d'une seule et même énergie qu'est l'amour, mais qui se déploie comme tout le reste avec le temps et lorsque la maturité évidemment ici est augmentée et que notre expérimentation permet de venir activer ici les scénarios de vie. Voilà pour cette vidéo. Eh bien écoutez, j'espère qu'elle saura vous parler, j'espère qu'elle qu'elle saura accompagner ici le démarrage du défi du lion. En tout cas moi je sens beaucoup l'énergie du lion en faisant ici cette vidéo, donc j'ai hâte bien sûr ici de m'y plonger. On aura donc ici les vidéos qui continueront à permettre les fils de se tisser les uns avec les autres au gré des maisons et des archétypes. Donc on va continuer ici sur l'emprise en commençant à basculer, comme vous pouvez le voir ici sur des notions plus larges, plus amplifiées, comme ici l'angle de l'amour probablement sur la toile de fond du lion, la croissance avec la Vierge et le rééquilibrage des expérimentations avec la Balance qui se situe devant nous et qui vont nous permettre tout simplement ensuite de sortir complètement lorsque l'on aura pris le virage de l'équinoxe. Ici, on y verra plus clair, la Balance donnera les derniers réglages et le Scorpion nous permettra de muter. Donc, on aura les moyens qui arriveront ici avec le Scorpion. On pourra sortir de la zone de constatation, même si on commence déjà à s'en extraire pour approfondir ces notions afin de se tenir prêt au processus ici de mutation et changer notre façon évidemment d'agir et de réagir avec le monde extérieur parce qu'on aura changé notre façon ici de l'aborder. Mais donc, en attendant de vous retrouver pour la prochaine étape, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!